Sur la première 7h37, elle avait commencé sous les meilleurs auspices lundi dernier à Marrakech, la 22e conférence sur le climat, sous les meilleurs auspices, disais-je, parce que l'accord de Paris venait d'être ratifié en un temps record, mais en quelques jours, le scénario catastrophe tant redouté par les acteurs de la COP 22 s'est produit. Un climato-sceptique a été élu à la présidence des États-Unis. Durant la campagne, Donald Trump a promis, entre autres, d'annuler l'accord de Paris, ratifié par le gouvernement Obama, l'accord de l'ancienne COP, la COP 21. Il veut relancer les énergies fossiles, rouvrir des mines de charbon. Alors, faut-il avoir peur pour la santé de la planète ou se dire plutôt que les actions du 45e président américain auront moins de répercussions qu'on ne le redoute? Notre invité ce matin pour en parler est le philosophe et spécialiste du climat Dominique Bourg. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes professeur à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne. On entendait il y a un instant Sandra Viscardi nous résumer les priorités du président élu, Donald Trump, Obamacare, s'attaquer à ça, les impôts et l'immigration. Visiblement, le climat n'y figure pas. Qu'est-ce à dire? Est-ce que vous pensez que, question simple, voilà, est-ce qu'il peut se désengager, Donald Trump, désengager les États-Unis de l'accord de la COP 21? Alors, petite précision aussi, c'est une de ses priorités que de sortir de l'accord de Paris, puisqu'une des toutes premières personnalités qu'il a nommées, c'est Myron Ebel, qui est un climato-sceptique notoire, qui a travaillé pour l'industrie du tabac, pour l'industrie des fossiles, qui doit être juriste, je pense, de formation. Donc c'est vraiment tout de suite une des toutes premières nominations. Donc c'est une de ses priorités, c'est de sortir de l'accord de Paris. Alors, comme dans tout traité, il y a un article, c'est l'article 28 qui permet une sortie. Et normalement, il faut être resté 3 ans à l'intérieur de l'accord et ensuite donner un préavis d'1 an avant de pouvoir sortir. 4 ans, c'est la durée de son mandat. C'est la durée de son mandat. Maintenant, il y a une faille juridique, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'accord, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, signée en 94, vaut accord. Donc, du coup, ça fait beaucoup plus que 3 ans. Donc, voilà, il pourrait peut-être sortir avant. Maintenant, je dirais qu'à la limite, ça, c'est l'aspect symbolique. La chose la plus importante, c'est qu'effectivement, il va relancer le charbon. Enfin, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Mais en tout cas, il en a bien l'intention. Le plan Obama était déjà suspendu par la Cour suprême. Donc là, on va évidemment continuer. Maintenant, attention, les USA, c'est tout à fait paradoxal. C'est-à-dire que vous avez des États comme par exemple la Californie, qui eux ne vont évidemment rien changer dans leur politique pro-climat. Maintenant, autre chose extrêmement importante, c'était annoncé récemment par la Chine, et dans le cas de la COP22, la Chine a dit non, nous ne sortirons pas. C'est-à-dire ce qui aurait été très grave, c'est qu'il entraîne derrière lui la Chine, parce que là, on descendait en dessous du quorum, et là, effectivement, il pouvait casser l'accord de Paris. Mais les Chinois sont pas fous. Ils savent très bien que l'énergie de l'avenir n'est pas carbonée. Et ils ont des raisons internes, en termes de pollution due au charbon, pour sortir le plus tôt possible des énergies carbonées. Il n'y aura pas d'effet domino pour vous, ce que va faire Donald Trump, sortir ou ne pas sortir. Au fond, vous nous dites que les conséquences seront les mêmes. S'il ne sort pas, il pourrait très bien y rester dans cet accord de la COP 21, puis ne rien faire. Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'il ne va rien faire. Voilà, il ne va pas forcément sortir, mais il ne va rien faire. Non, mais alors, ce qui est plus grave, attendez, c'est compliqué, parce qu'en fait, il y a aussi un effet d'entraînement. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à élire comme responsable des personnalités souvent assez borderline. Il n'est pas le seul dans le genre. Et donc, effectivement, il peut inciter d'autres. Si, par exemple, certains pays d'Europe tournent, allez savoir, l'Allemagne peut très bien faire sortir Merkel. Dieu sait qu'il y a du charbon en Allemagne. Ben, ouais. Voilà. Et puis, en France, on ne sait pas ce qui va arriver en 2017, on ne sait pas ce qui va arriver en 2022. On a quand même pour le moment une espèce de vague de fond, même pas conservatrice, disons vraiment de droite très dure pour ne pas dire de droite extrême. Évidemment, si ces gens arrivent dans plusieurs endroits au pouvoir, en général, c'est quand même pas des gens qui sont très attentifs à l'aspect scientifique des choses, ni franchement au bien public. Donc, effet domino, oui, mais pas vis-à-vis de la Chine. Ça, vous dites, la Chine a pris ses responsabilités, a compris, elle vient de le dire. Donc au contraire, en fait, ce à quoi on va peut-être assister, c'est un choc sur ce terrain-là du climat, un choc Chine-États-Unis, où la Chine prendrait le leadership? Alors, pas entre États-Unis, si vous voulez, Chine, mais de façon générale, je pense qu'effectivement, c'est un choc qui arrive à un moment donné où les informations sont de plus en plus précises. Encore récemment, l'Organisation mondiale de la météorologie nous a annoncé qu'effectivement, on pouvait confirmer qu'il y avait un lien entre les phénomènes extrêmes et le changement climatique en cours. Comme vous savez, le réchauffement moyen s'est accéléré les 3 dernières années. On est au-delà des 1 degré par rapport aux valeurs pré-industrielles, même dans certains chiffres 1,3, enfin à voir. En tout cas, on est entre 1 et 1,3.
On était il y a 3 ans à simplement 8 dixièmes, 5 centièmes au-dessus des valeurs pré-industrielles. Donc effectivement, on a une donne qui devient quand même assez différente. Les effets négatifs du changement climatique se font sentir, se feront de plus en plus sentir. Donc il est clair que les États-Unis ne vont pas mener la danse là-dessus. Et je dirais que d'une certaine manière, c'est peut-être pour eux que c'est le plus dangereux. C'est déjà un des pays qui souffre le plus. En termes pécuniaires, c'est lui qui souffre le plus du changement climatique, pas en termes de santé ou d'atteinte aux individus, mais en termes pécuniaires. Donc, en fait, expliquez-nous ça, en termes pécuniaires, c'est quelle sera la moins-value? Les infrastructures, c'est ça. Les infrastructures. Ouais. Vous pensez à Sandy, vous pensez aux tornades, etc. Il y a effectivement un coût très élevé. Il y aura un coût très élevé aussi en termes de montée de la hauteur moyenne des mers. Ça aussi, l'impact va être extrêmement lourd. Donc, c'est un pays qui, à la fois, si vous voulez, Trump va se retrouver à peu près dans la position où il s'est retrouvé il y a quelques mois durant sa campagne, lorsqu'il est allé raconter aux Californiens qu'il n'y avait pas de sécheresse. Ça dure pas très longtemps, ça. On peut avoir un vent de folie à un moment donné, mais la réalité va revenir. Et surtout, il va faire apparaître son pays comme un pays complètement ringard. Et d'une part, retour au charbon, retour à la sidérurgie, refus des renouvelables, indifférence totalement numérique et à ces défis. C'est terrible. C'est une espèce, si vous voulez, de coup de balancier en arrière assez horrible. Et vous savez qu'aujourd'hui, le bruit est déjà là aux États-Unis, comme quoi c'est un président qui ne finira probablement pas son mandat, parce qu'il y aura sans doute des procédures d'impeachment aux États-Unis. Oui. Alors, avant d'en arriver là, juste, vous n'êtes pas sociologue, mais enfin, ni anthropologue, mais philosophe, au fond, vous pouvez répondre à cette question. Pourquoi les Américains, qui sont de loin pas tous climato-sceptiques, ont passé sur ce thème-là? Au fond, on peut imaginer, disons qu'on la relate souvent, la peur sécuritaire, la peur de l'autre, l'immigration, etc. Le climat n'a pas du tout joué. Au fond, les Américains se fichent de ça. Comment expliquer qu'ils aient élu quelqu'un qui soit révisionniste sur le plan du réchauffement climatique? Parce que le climato-scepticisme est quasiment assimilable à cela. Comment expliquer que ça n'ait pas joué, selon vous? C'est la politique du court terme avant tout, c'est ça? Non, c'est un petit peu plus complexe. Si vous voulez, le climato-scepticisme est vraiment attaché au parti républicain. Si vous êtes républicain aux États-Unis, vous êtes ipso facto climato-sceptique. Aux États-Unis, en France, il y a des gens comme Claude Allègre qui ne sont pas de droite et qui sont très climato-sceptiques. C'est pas forcément de droite, le climato-scepticisme. Oui, peut-être, bien sûr. Évidemment, c'est pas nécessairement de droite. Mais disons que politiquement, si on regarde un recouvrement statistique, c'est quand même plutôt de ce côté-là que ça va jouer. Donc, aux États-Unis, on a eu un effort par un certain nombre de lobbies qui sont connus depuis très très longtemps pour instiller le doute sur la question du changement climatique. C'est des centaines de millions de dollars, c'est documenté maintenant, qui ont été dépensés pour ce faire. Et ça a réussi. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, ne dites pas les Américains. Parce que alors là, en l'occurrence, on a affaire à un clivage. Oui, c'est moitié-moitié. Ça s'est joué à 0,23%, évidemment. Alors, en fait, en termes de nombre de voix, Clinton en a 200 000 de plus. C'est le phénomène des grands électeurs. Cette institution qui date du début de la République américaine. Alors, la moitié des Américains, disons, ne considéraient pas le climat comme une préoccupation importante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un clivage énorme. J'avais un ami américain hier sur Skype qui me disait c'est terrible, il y a la moitié des gens qui sont comme moi déprimés, disait-il, et l'autre moitié enchantés. Moi, j'ai du mal à comprendre, mais enfin, manifestement, c'est effectivement le cas. Donc, on a affaire à un clivage énorme. Et ce clivage, il n'est pas simplement, si vous voulez, sur le climat. Les gens sont en même temps créationnistes, etc. C'est-à-dire, c'est une espèce de retour vers le passé, probablement lié à l'angoisse de voir la population blanche en termes démographiques nécessairement surpassés à l'avenir par, si vous voulez, les autres, ceux qui ne sont pas blancs, en quelque sorte. Et c'est peut-être ça qui explique, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a vraiment un phénomène très, très curieux. Et Donald Trump a beau être un batteur de foire, en attendant, il a visé juste, c'est-à-dire il a eu un discours qui a fait mouche et qui a vraiment emporté l'adhésion de millions de personnes. Ça aussi, c'est quand même quelque chose de très important. Posons la question comme ça, c'est une question rhétorique, journalistique peut-être aussi. Est-ce qu'on n'exagère pas un peu la menace Trump? On sait qu'on connaît le fonctionnement des institutions américaines. Il y a la présidence et puis il y a le Congrès. Alors certes qu'il lui est acquis, mais enfin tous les républicains ne sont pas derrière lui. Est-ce qu'il va véritablement pouvoir mettre en place tout ce qu'il dit? Probablement pas. En tout cas, j'espère. Mais il va sans doute pouvoir mettre en place une partie de ce qu'il dit. Vous avez déjà vu que les républicains ont un petit peu changé. Durant sa campagne, il y a quand même une partie de l'appareil qui lui était vraiment opposée. Maintenant, ils n'ont plus vraiment de choix. Donc, c'est en fait l'évolution de l'opinion
côté républicain qui va effectivement décider de l'avenir des choses. Lorsqu'il va aller très très loin, il l'annonce tout de suite, puisqu'il annonce déjà qu'il va renvoyer 3 millions de clandestins, qu'il va commencer à construire son mur, etc. D'ailleurs, c'est une espèce de phobie chez lui, les murs. Enfin, oui. il y Mais tient il ne peut vraiment. pas construire de murs contre la pollution, ça. Non, mais vous savez, l'anecdote en Écosse, il est propriétaire d'un terrain de golf, les gens ne voulaient pas, etc. Il a fait construire autour des propriétaires qui résistent et qui ne veulent pas lui vendre sa maison un mur. Enfin, écoutez, c'est assez dramatique. Voilà, la manière dont il s'est comporté comme homme d'affaires, ça va sans doute être la manière dont il va se comporter comme président. Donc oui, on peut imaginer qu'au bout d'un moment, il y a une partie des Républicains qui va commencer à voir les choses de façon relativement sceptique. D'autant que la personne qu'il a nommée comme son premier, je ne sais plus quel est le titre exact, mais chef de cabinet. Oui, voilà, chef de cabinet, exactement. C'est quelqu'un qui a fait un rapport en disant attention, après l'échec de Mitt Romney, si on continue à défendre les mêmes thèmes, démographiquement, nous sommes morts. Oui. Donc il y a bien cette conscience aux États-Unis, donc il y a bien une partie des républicains qui, j'espère, ne le suivra pas, et on peut espérer qu'il aura dans son propre camp une opposition. En tout cas, c'est l'espoir qu'on peut formuler. Toutes les COP, ces conférences des partis ne sont pas aussi déterminantes que l'était la COP 21, celle de Paris l'an dernier. Que faut-il attendre, Dominique Bourg, de la COP 22 qui est en cours depuis quelques jours à Marrakech? Qu'est-ce qu'on peut dire des négociations en cours? Est-ce qu'elles sont déjà... est-ce que l'élection de M. Trump a déjà eu un impact sur les négociations en cours à Marrakech? Alors, un impact moral, c'est évident. J'ai eu plusieurs amis qui sont, il y a une espèce de vente des primes pour le moment. Maintenant, encore une fois, les choses sont quand même relativement complexes. Donc, comme vous le disiez, effectivement, c'est pas une COP décisive, c'est la première COP après Paris. Elle avait pour objet d'essayer d'avancer dans la mise en œuvre, et notamment dans les règles pour mettre au point, élargir, approfondir les fameux engagements nationaux, les NDC. Ça, c'est l'aspect le plus important de la COP. Là-dessus, on n'avance pas beaucoup. Et puis, effectivement, le climat actuel fait qu'on ne va pas terriblement avancer. On n'a pas avancé sur la question de l'agriculture, on n'avance pas tellement sur ces choses-là. Bon, voilà. Mais en même temps, c'est aussi la vie diplomatique classique. On a, si vous voulez, des conférences préparatoires, et puis de temps en temps, il y a des dates très importantes. La prochaine date très importante, c'est 2018. L'enjeu, c'était un des enjeux de cette COP 22, c'est de faire de 2018 une COP où on va commencer à réviser les engagements, puisque comme vous le savez, les actuels engagements nous mènent au-delà de 3 degrés. Et puis il y aura la COP 23 où là, à ce moment-là, on va faire un premier bilan des engagements, et où l'idée, si on n'y est pas parvenu en 2018, c'est là vraiment revoir les engagements pour la période 2025-2030. Oui, imaginons un ouragan tel que Katrina 2004 pendant la présidence Trump. Ces ouragans qui, c'est scientifiquement établi, sont aussi dus aux perturbations climatiques, au détraquage, je ne sais pas si c'est le terme, détraquage du climat. Si, oui, c'est le terme. Il réagirait comment là? Il leur dirait non, c'est pas le climat, c'est un ouragan comme un autre. Évidemment, ça je dis, il est allé. Parce que là, il serait face à l'opinion publique. Non, mais il est allé dire aux Californiens qu'il n'y avait pas de sécheresse chez eux. C'est quand même relativement fort. Si vous voulez, Trump peut vous dire ici, non, sur cette table, vous n'avez pas un tapis rouge. Il n'y a aucun problème. Il ne cesse de faire ça. Il a réussi à attirer des électeurs en mentant sciemment. Tout le monde savait qu'il mentait. Quelles mesures peut-il prendre là, très concrètement? Les premières, c'est, vous dites, rouvrir les mines de charbon, rouvrir les aciéries, mais tout ça ne se fait pas en 3 mois, ni même en 6, ni même peut-être en 1 année ou 2. Au fond, il aura l'intention de prendre ces mesures qui ne seront peut-être même pas effectives à la fin de sa présidence. S'il y arrive, vous l'avez dit, il sera peut-être menacé d'ici là par une procédure d'impeachment. Tout ça ne restera peut-être que des paroles? Probablement pas en totalité, ça serait quand même très étonnant, c'est quand même le président des États-Unis. En tout cas, il s'est donné les moyens pour torpiller de l'intérieur l'Agence de protection de l'environnement. Alors, Bush l'avait un petit peu fait, mais là non, l'idée c'est vraiment de la supprimer. Oui. On va voir. Mais s'il arrive à ça, c'est énorme. De toute façon, si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans sa lutte sur les aspects climatiques, il est en prolongement d'une partie de l'establishment républicain. Donc c'est ça qui fait que, si vous voulez, ça donne quand même un certain crédit. C'est que normalement, il a et la Cour suprême et une majorité au Congrès pour détruire un certain nombre de choses en termes de protection de l'environnement. Ça, c'est clair.
Dominique Bourg, voilà pour Donald Trump et les perspectives concernant le climat. On va commenter la presse qui nous ramène à une question qui n'est pas très loin. Une presse dans laquelle on parle beaucoup de la sortie du nucléaire. Ça concerne la Suisse très directement, alors que les Suisses, Esther Coco, votent pour arrêter toutes leurs centrales d'ici 2029. La NZZ rappelle ce matin que la Suisse détient le plus vieux parc de centrales nucléaires encore en service du monde. La centrale de Betznau 1 produit de l'électricité depuis 1969. Malgré tout, l'inspection fédérale de la sécurité nucléaire considère le parc suisse comme sûr, mais une étude de Dieter Mayer, un ancien membre des autorités de surveillance du nucléaire allemand, le contredit. Il estime, lui, que l'exploitation de Mühleberg et de Betznau n'est plus raisonnable car ces sites n'ont pas suffisamment renforcé leur sécurité sur la base des expériences négatives vécues. Il considère aussi que le mélange d'anciennes et de nouvelles technologies pour améliorer la sécurité des centrales pose de nouveaux problèmes. Et pourtant, ces centrales nucléaires suisses ont réussi le stress test européen mené après l'accident de Fukushima, ce qui n'empêche pas les détracteurs d'estimer que les experts n'étaient pas assez indépendants. Et dans le temps, une opinion du conseiller national vert Daniel Brella, ancien syndic de Lausanne aussi, est largement favorable à l'initiative pour la sortie immédiate du nucléaire. Sortir du nucléaire, justement, c'est possible sans blackout ni énergie sale, dit-il. Il prend un exemple. Si l'initiative est acceptée, 3 centrales devraient être arrêtées l'an prochain. Or, actuellement, Leibstadt, la plus grosse de Suisse, et Betznau 1 sont arrêtées. Elles représentent presque la moitié de la production nucléaire suisse et aucun blackout n'est prévu. Cet argument est donc pour lui de la pure tromperie du peuple. Pour ce qui est des énergies sales, le réseau électrique européen étant déjà interconnecté, la Suisse consomme déjà du nucléaire, du charbon et du gaz étranger. Et Daniel Brella rappelle aussi que les électriciens suisses sont propriétaires à l'étranger de capacités éoliennes et solaires qui représentent plus que la production de 2 des centrales qui devraient être arrêtées fin 2017. On vote fin novembre, donc pour arrêter l'initiative des Verts, ces centrales plutôt que prévu. Vous pensez que ça peut passer devant le peuple, Dominique Bourg ? Les sondages sont plutôt favorables. Oui, j'espère. En tout cas, personnellement, je dois vous dire que je n'ai pas tellement de doute sur la nécessité qu'il y a à voter en faveur de cette initiative. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du nucléaire, mais à ce que je sache, un des éléments déterminants de la sécurité, c'est quand même la cuve. La cuve, ça s'use, on ne la remplace pas. D'ailleurs, on ne peut évidemment pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, compte tenu du degré de radioactivité. Donc là, il y a un élément, si vous voulez, de sécurité majeur qui s'affaiblit plus on avance dans le temps. Et comme vous l'avez rappelé, ce sont les plus vieilles centrales en exercice. Donc il y a un élément de sécurité qui est évident. Par ailleurs, on a vu à la fois pour le coût du kilowattheure, pour le coût en cas d'accident, pour le coût de démantèlement, etc. Tous les coûts du nucléaire explosent. Moi, il ne me semble pas que ce soit vraiment une énergie d'avenir. Dans l'intervalle, si on ferme le robinet nucléaire, on compense par un peu de charbon, etc., par un peu de nucléaire importé. Est-ce que voilà, c'est éthiquement un peu compliqué, non ? Enfin, écoutez, ou un peu hypocrite ? Si effectivement la stratégie du Conseil fédéral était appliquée et si on resserrait un peu les choses en termes de consommation d'électricité, je pense qu'il n'y aurait absolument aucune difficulté à se passer du nucléaire. Je dirais que c'est seulement si on a pris cette décision qu'on verra, si vous voulez, la volonté s'exprimer pour un développement plus conséquent, par exemple, du solaire. Je rappelle qu'à propos, notre débat aura lieu ce soir sur la sortie du nucléaire dans Forum, en vue de la votation du 27 novembre prochain sur cette initiative des Verts. Forum reçoit dès 18h30 l'écologiste Adèle Torrance et le PLR Benoît Jeunecamp et ouvrira la ligne aux auditeurs. À propos de scrutin, autre scrutin qui concerne la France à une semaine du premier tour des primaires de la droite française. 2 livres sur Nicolas Sarkozy. Oui, un article intitulé dans Le Temps, Nicolas Sarkozy face à lui-même. Alors le premier de ses livres, Nicolas et les vampires, d'un ancien de l'Obs et confident de longue date de François Hollande, Serge Raffi s'emploie lui à décrire l'homme, habile dans le duel, la confrontation, le rapport de force. Et l'autre ouvrage complète bien le propos, dit l'article, c'est celui de l'intervieweur de France Info après RTL pendant longtemps, Jean-Michel Apathy, avec pour titre « On prend presque, entre parenthèses presque, les mêmes et on recommence. Plus fort que tout le monde, innovant, audacieux, Nicolas Sarkozy, avant d'être ramené à sa condition ordinaire, devant la résistance des gens et des choses, à son agitation aussi vaine qu'inutile. Nicolas Sarkozy se met en scène de façon parfois inconvenante, mais qu'importe, le but est de dominer et d'occuper l'espace. » Dominique Bourg, parmi les 7 prétendants à la primaire républicaine, est-ce qu'il y en a un qui vous convainc plus sur les questions climatiques ?
Oui, c'est pas difficile, puisque quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, qui est prêt à dire un peu tout ce qui passe pour essayer de glaner des voix, s'est déclaré trumpien et climato-sceptique. Donc effectivement, ma sympathie... Donc lui, on l'exclut. On l'exclut. Juppé ou Nathalie Kosciusko-Morizet sont des gens qui effectivement sont... Madame Grenelle de l'environnement, oui. Oui, non. Alors elle connaît parfaitement le sujet, elle a une conviction dans le domaine, et puis Alain Juppé, effectivement, c'est pas du tout un climato-sceptique. C'est quelqu'un qui continuera dans la suite de ce qui a été fait par Hollande sur ce sujet, j'imagine. Vous avez peut-être vu ça, Nicolas Sarkozy a proposé hier la mise en place d'une taxe carbone de 1 à 3% sur les produits américains importés en Europe si M. Trump dénonçait l'accord de Paris sur le climat. On boucle la boucle, vous avez vu ça? Et c'est quoi, une proposition pour épater la galerie, ou il pourrait le faire? Non, alors de toute façon, il ne pourrait pas le faire tout seul. C'est une décision qui pourrait se faire à l'échelle de l'Europe. Ce serait faisable? Mais... écoutez, je vois pas pourquoi ça ne serait pas faisable. On voit bien qu'on est dans une... Alors, c'est totalement contradictoire avec les traités, c'est contradictoire avec le CETA, le TAFTA qui apparemment est enterré. Mais c'est peut-être des choses vers lesquelles on va aller si effectivement on voit une partie des pays aller vraiment de l'avant en termes de lutte contre le changement climatique. Ils n'auront pas d'autre solution que de trouver des moyens de défense comme celui-là. Vous imaginez la guerre entre la France et les États-Unis si les Français taxent de 3% les produits américains importés? Alors, on est dans une période très très bizarre où on voit beaucoup de choses se défaire. Et donc c'est effectivement pas impossible à partir du... le TAFTA est mort avec Trump. De toute façon, il n'était pas en très bonne forme. Le CETA, c'est quand même un gag, parce que même quelqu'un comme Guillaume Piketty nous dit, écoute, c'est quand même un drôle de traité. Thomas Piketty, l'économiste français. Excusez-moi, Thomas Piketty, qui va à l'encontre, effectivement, des engagements climatiques, et surtout qui reprend quelque chose qui avait été mis au point dans les années 50 pour défendre certaines grandes compagnies contre les pays africains, notamment, dont on pensait que les systèmes judiciaires n'étaient pas tout à fait stables. C'est maintenant ce système-là, avec des juges privés, qu'on veut nous imposer. Et je l'ai assez peu entendu quand on a parlé du CETA ou quand on parle du SAFTA. Pour moi, c'est une des raisons essentielles du refus de ce genre de traité. Drôle d'époque, vous l'avez dit. Merci beaucoup, Dominique Bourg, d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous.